Chaque matin, des milliards de personnes mangent du blé. Pain, pâtes, biscuits, semoule, farine, le blé est partout. Si discret qu'on ne le remarque plus. Si ordinaire qu'on a arrêté de se demander d'où il vient. Et c'est exactement là le problème. Le blé est la céréale qui a construit nos civilisations. Sans lui, pas de Rome, pas d'Égypte ancienne, pas de révolution industrielle. Le blé a nourri l'humanité pendant 10 000 ans. Mais aujourd'hui, le blé envoie un signal que personne ne veut entendre. Les rendements stagnent depuis 30 ans. On va comprendre pourquoi et ce que ça change pour nous tous. Commençons par mettre les chiffres sur la table. Près de 800 millions de tonnes. C'est ce que produit le monde en blé chaque année, sur 220 millions d'hectares. Pour visualiser, c'est l'équivalent de la superficie de la France multipliée par 4, couverte uniquement de blé. Et cette production ne sert pas qu'à faire du pain. Le blé représente environ 20% des calories consommées par l'humanité. C'est la base alimentaire de 2,5 milliards de personnes. Pas indirectement, directement, dans l'assiette, chaque jour. Quand le blé va mal, des régions entières vacillent. En 2010, une sécheresse frappe simultanément la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan. Les prix mondiaux du blé doublent en quelques mois. Et dans les rues de Tunis, du Caire, d'Alger, le pain devient inabordable. Les émeutes éclatent. Ces tensions alimentaires figurent parmi les facteurs qui ont allumé la mèche du printemps arabe. Voilà ce qu'est le blé. Pas une céréale parmi d'autres, une infrastructure civilisationnelle. Dans les années 1960, quelque chose d'extraordinaire se produit. Norman Borlaug, agronome américain, développe des variétés de blé naines à très haut rendement. Des blés capables de porter des épis lourds sans se coucher. Des blés répondant à des doses massives d'engrais sans s'effondrer. C'est la révolution verte. Et c'est une victoire réelle. Les rendements explosent. De moins de 2 tonnes par hectare en 1950, on passe à 8, 9, parfois 10 tonnes dans les meilleures régions. Borlaug reçoit le prix Nobel de la paix en 1970 pour avoir, selon le comité Nobel, sauvé des centaines de millions de personnes de la famine. Mais voilà, cette progression s'arrête, brutalement. Depuis le milieu des années 1990, les rendements du blé en Europe stagnent. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Malgré les GPS, malgré les capteurs de sol connectés, malgré les drones, les satellites, les algorithmes, malgré des investissements colossaux en recherche et développement. On appelle ça le yield plateau, le plafond de rendement. Et aucune technologie n'a réussi à le briser. Alors la question se pose, et elle est inconfortable. Et si le problème n'était pas là où on cherche ? Quand on cherche pourquoi le blé stagne, la réponse évidente, c'est le climat, ou l'épuisement génétique des variétés, ou les pathogènes résistants. Mais une étude publiée en 2026 dans la revue Nature Food, menée par l'université de Wageningen, tranche clairement. Ni le plafond génétique, ni le changement climatique ne sont responsables du blocage. Les deux continuent à offrir du potentiel. Ce qui bloque, c'est la gestion agronomique, la façon dont on traite le sol. Et ce sol, on lui a fait beaucoup de mal. L'agriculture intensive du blé repose sur un protocole simple. On laboure profond chaque automne pour préparer le lit de semences. On apporte des engrais azotés, phosphatés et potassiques en quantité calculée. Et on traite chimiquement contre les champignons pathogènes, les insectes, les mauvaises herbes. À court terme, c'est efficace. C'est ce qui a permis la révolution verte. À long terme, c'est un appauvrissement systématique. Le labour répété détruit les galeries creusées par les vers de terre. Il casse les filaments fongiques qui relient les particules de sol entre elles. Il oxyde la matière organique trop rapidement. La structure du sol s'effondre, il se compacte, l'eau ne s'infiltre plus correctement, l'air ne circule plus. Et se crée ce qu'on appelle une semelle de labour, une couche dure et imperméable à 30 cm de profondeur qui bloque les racines et l'eau. Mais le problème le plus profond, c'est la vie microbienne. Un sol en bonne santé héberge des millions d'organismes par gramme de terre. Bactéries, champignons, protozoaires, nématodes. Toute une chaîne alimentaire invisible. Et les acteurs les plus importants pour le blé, ce sont les champignons mycorhiziens.
Ces filaments microscopiques colonisent les racines du blé. Ils leur permettent d'accéder au phosphore, au zinc, au manganèse, là où la racine seule ne peut pas aller. En échange, le blé leur fournit des sucres. C'est un partenariat vieux de 400 millions d'années. L'agriculture intensive a brisé ce partenariat. Les labours répétés sectionnent physiquement les réseaux mycorhiziens. Les fongicides de synthèse, appliqués pour protéger le blé contre les champignons pathogènes, éliminent aussi les champignons bénéfiques. Et les doses massives de phosphore chimique rendent le partenariat inutile aux yeux de la plante. Pourquoi investir dans une alliance avec un champignon quand le phosphore arrive directement par le tuyau d'irrigation? C'est logique à court terme, désastreux à long terme. Sans ces champignons, le blé devient dépendant des intrants chimiques, moins résilient à la sécheresse, plus vulnérable aux maladies et incapable de progresser en rendement malgré les apports croissants d'engrais. C'est le plafond. Ce n'est pas un plafond technologique, c'est un plafond biologique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le percer, mais pas avec plus de chimie, avec plus de biologie. Il existe aujourd'hui 3 approches validées par la recherche pour sortir le blé du piège dans lequel on l'a mis. La première, réveiller les variétés oubliées. Avant la Révolution verte, on cultivait des centaines de variétés de blé. L'épeautre, le khorassan, l'engrain, l'amidonnier. Des variétés développées sur des millénaires par des agriculteurs qui n'avaient pas d'engrais chimiques. Ces blés anciens ont des rendements plus faibles que les variétés modernes, autour de 3 à 5 tonnes par hectare, contre 8 à 10 pour les variétés intensives. C'est un fait. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est leur système racinaire, plus profond, plus dense, avec une capacité naturelle à coopérer avec les champignons du sol, bien supérieure aux variétés modernes. Ces blés peuvent exploiter un sol pauvre, là où les variétés intensives s'effondrent. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un réservoir génétique qu'on n'a pas fini d'explorer. Des sélectionneurs croisent aujourd'hui ces variétés anciennes avec des variétés modernes pour combiner productivité et résilience biologique. La deuxième approche, laisser le sol tranquille, le semi-direct. C'est peut-être la technique qui a le plus transformé la culture du blé ces 20 dernières années, dans des pays pionniers comme le Brésil, l'Argentine ou l'Australie. Le principe est simple, révolutionnaire dans ses implications. On n'ouvre plus le sol, on plante le blé directement dans les résidus de la culture précédente. Un semoir à disque ouvre une fente étroite, dépose la graine, referme, et c'est tout. Sans labour, les réseaux fongiques restent intacts. Les galeries de vers de terre persistent. La matière organique s'accumule en surface. En 5 à 10 ans de semis direct, un sol retrouve une structure comparable à un sol naturel. Les rendements baissent légèrement les premières années, puis se stabilisent. Et dans les zones soumises à la sécheresse, ils dépassent souvent les rendements en labour. Parce qu'un sol vivant retient mieux l'eau. Un sol vivant résiste mieux aux extrêmes climatiques. C'est aujourd'hui la pratique qui a les preuves scientifiques les plus solides pour régénérer les sols à blé. La troisième approche est la plus récente, et probablement la plus puissante à long terme. On cherche à sélectionner génétiquement des variétés de blé qui deviennent de meilleurs partenaires de leur écosystème microbien. Des blés qui émettent des signaux chimiques plus efficaces pour attirer les champignons. Des blés dont les racines sécrètent des composés qui stimulent les bactéries fixatrices d'azote. Des blés qui travaillent avec la vie du sol plutôt que malgré elle. C'est ce qu'on appelle la sélection assistée par le microbiome. C'est encore au stade expérimental dans beaucoup de cas, mais les premiers résultats en conditions réelles sont encourageants. Et la direction est clairement tracée. Alors, revenons à la question du départ. Le blé peut-il continuer à nourrir le monde? Oui, mais pas de la même façon. Le plafond de rendement n'est pas une fatalité, c'est un signal. Le signal que 50 ans d'agriculture intensive ont épuisé quelque chose d'irremplaçable, la vie du sol. La sortie n'est pas dans plus de chimie, elle est dans la compréhension de ce que le sol est vraiment. Pas un support inerte, un écosystème vivant, complexe, avec ses propres règles. Et si on joue selon ces règles, le blé peut encore nourrir des générations. Ce n'est pas un débat entre les pro-technologie et les pro-nature. C'est la même question, vue depuis le bon angle. Comment faire travailler la biologie pour nous, plutôt que contre nous? Si cette question te passionne, lâche un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à grandir.
et abonne-toi pour la suite, parce qu'on a encore beaucoup de terres à explorer. À bientôt!